Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler de l'un des plus célèbres casques de combat de l'histoire, le casque M1. Le casque américain M1 est un casque de combat légendaire, utilisé par les forces armées américaines pendant près d'un demi-siècle, ainsi que par de nombreux autres pays. Sa conception particulière en deux parties et sa grande protection le rendent immédiatement reconnaissable, et son utilisation dans de nombreux conflits l'ont rendu l'un des éléments d'équipement militaire américain les plus connus. Alors voyons comment il a évolué. Les États-Unis ont commencé à utiliser des casques de combat pendant la Première Guerre mondiale. Les troupes américaines arrivèrent en 1917 portant le chapeau de campagne M1911, qui était inadéquat pour le nouveau type de combat de cette guerre. Beaucoup d'autres pays avaient remplacé leur coiffe de tissu ou de cuir avec des casques en acier, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le sujet. Les États-Unis se sont donc procurés des casques de leurs alliés, avec certaines troupes positionnées dans les secteurs français adoptant le casque Adrian, mais la majorité utilisant le casque britannique Brodie, qui fut rapidement fabriqué en Amérique sous la désignation M1917, qui était le modèle principal qu'ils utilisèrent pendant la guerre. Après la fin des hostilités, cependant, certains des désavantages de ce modèle devinrent apparents. Conçu pour protéger des soldats dans les tranchées de la mitraille venant du dessus, ce casque n'offrait pas beaucoup de protection sur les côtés. Alors des études furent lancées pour essayer de développer un nouveau modèle. Plusieurs furent étudiés de façon plus ou moins sérieuse vers la fin de la guerre. Un en particulier, appelé Model 5, avait été conçu par un zoologiste et spécialiste en armure médiévale, Brashford Dean, et offrait une bonne protection, mais fut rejeté dû à sa ressemblance au Stahlhelm allemand, car il considérait que cela aurait pu causer de la confusion sur le champ de bataille. Mais au début des années 1920, une version améliorée, nommée Model A, fut mise à l'essai par l'armée à Fort Benning. Bien qu'il offrit une meilleure protection aux côtés de la tête, il se montra moins résistant aux impacts et pouvait gêner l'utilisation du fusil dû à sa forme. D'autres essais furent faits, mais en 1934, ils furent abandonnés en faveur d'une version du modèle 1917 avec une doublure améliorée, officiellement nommée modèle 1917A1, mais en raison de la longueur de cette désignation, fut surnommé casque Kelly pour des raisons peu claires. Ce casque était celui porté par les soldats américains au début de la guerre en Europe. Craignant d'être entraînés dans le conflit, des projets de nouveaux casques furent lancés par les autorités américaines pour résoudre les déficiences du modèle 1917, avec la plupart s'accordant pour dire qu'un modèle en forme de dôme marcherait mieux. Il y a une légende que la forme initiale de ce nouveau casque fut développée quand le général Omar Bradley, se plaignant des problèmes de l'ancien casque lors d'un dîner avec sa famille, disant qu'il ne protégeait pas assez, se vit demander par sa fille de dessiner un nouveau casque. Basé sur cette esquisse, elle fit un modèle en papier mâché pour un projet scolaire, et le voyant, Bradley le montra à ses collègues, qui s'en servirent comme base pour le nouveau casque. Mais aussi charmante que soit cette histoire, un casque aussi célèbre émanant du projet d'une petite fille, je n'ai pas pu la confirmer, mais si quelqu'un en sait plus, dites-le dans les commentaires. La version plus officielle est qu'un comité dirigé par le général Courtney Hodges, un ami de Bradley, conçut le casque en coupant le rebord d'un vieux Brodie et rallongeant la bombe pour qu'il couvre les oreilles, nous donnant la célèbre forme du M1. Ce nouveau casque était unique et révolutionnaire dans sa conception. Il comprenait deux bombes séparées, une supérieure en acier et une intérieure en fibre. Cette construction en deux parties permettait à la doublure d'être portée toute seule dans des zones requérant moins de protection, agissant un peu comme un casque de chantier. Elle était notamment portée comme ça par la police militaire, car c'était plus léger. Le casque comportait également un nouveau système d'amortissement, inspiré des casques de football américains de la compagnie Rydell, avec des sangles ajustables en tissu, qui permettaient de régler la taille et d'assurer une meilleure stabilité sur la tête et une meilleure protection contre les chocs. La doublure en fibre avait aussi une fine jugulaire en cuir, qui était mise sur le devant du casque quand elle n'était pas utilisée. La bombe en métal était peinte en vert avec des copeaux de liège mélangés à la peinture pour réduire les reflets, et avait sa propre jugulaire, celle-ci en tissu. Cette jugulaire faisait l'objet de nombreuses rumeurs dont je parlerai sous peu. Ce casque, comme tous les autres de l'époque, n'était pas fait pour être entièrement par balle, conçu plus pour protéger des coups, des éclats ou des tirs indirects, mais lors des essais, il se montra plus performant que prévu, stoppant des tirs de pistolet directs. Il pouvait néanmoins être percé par des tirs de fusil. Ce casque, ayant passé tous ses tests, fut officiellement adopté le 6 juin 1941 et fut produit sous la désignation Helmet Steel M1, casque acier M1. Mais malgré le fait que plus de 300 000 furent fabriqués cette année, quand les Japonais lancèrent leur attaque surprise sur Pearl Harbor en décembre 1941, le casque n'avait pas encore été distribué à toutes les unités,
et certains mobilisés portaient encore le vieux casque 1917 lors du printemps 42. Quand le M1 se répandit, les anciens casques furent relégués aux troupes arrière ou à la garde civile. Le M1 vit très vite son baptême du feu dans le Pacifique, avec les Marines le portant dans la campagne de Guadalcanal dans l'été 1942. Au-delà de son utilité prévue, les soldats développèrent très vite d'autres utilisations pour la bombe en acier lorsqu'ils n'étaient pas au combat. Il servit de bassine pour se laver, comme pelle à trancher rudimentaire, comme seau, comme, pour ceux ayant le mal de mer dans les transports, endroit où vomir, ou encore comme casserole. On espère qu'ils l'ont bien lavé s'ils ont fait l'action précédente. Mais cette dernière était officiellement découragée, car cela pouvait endommager l'acier et affaiblir le casque. Le casque M1 fut le principal des forces armées américaines pendant toute la Seconde Guerre mondiale, porté dans les batailles d'Iwo Jima, à Monte Cassino, à ma Normandie natale. Les Marines, dans le Pacifique, utilisaient souvent un couvre-casque camouflé, mais en Europe, ils avaient un filet dessus pour réduire encore plus les reflets et permettre à des feuilles ou des branches d'y être attachées pour améliorer le camouflage. Cependant, beaucoup de ces couvre-casques s'usaient vite ou étaient perdus par les soldats. Les casques bleu foncé étaient portés par les marins. Si vous voyez des photos de soldats portant le M1, vous remarquerez que presque aucun ne porte la jugulaire, qui est souvent attachée à l'arrière du casque. La raison était une rumeur qui disait qu'une explosion proche pouvait causer une onde de choc qui soulèverait le casque et casserait le cou du porteur. Il y avait aussi la crainte qu'un ennemi pouvait attraper le casque par derrière. Cette rumeur était si forte que l'armée reconçut les jugulaires avec des attaches qui s'ouvriraient au-dessus d'une certaine pression pour éviter le problème. Mais les craintes étaient probablement infondées, car un soldat présent à côté d'une explosion assez forte pour soulever le casque avait assez peu de chances de la survie. Malgré tout au long de son utilisation, la plupart des soldats n'attachaient pas leur jugulaire si ce n'était pas absolument nécessaire, faisant confiance au bon équilibre du casque pour le garder sur la tête. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 22 millions de casques M1 furent produits, et il devint un symbole du GI américain. Il se montra efficace sur le champ de bataille, avec certaines analyses après le conflit estimant qu'il a réduit les pertes d'environ 8%, sauvant autour de 72 000 vies. Le M1 continua à servir dans le conflit suivant où participèrent les États-Unis, la guerre de Corée. Il changea peu pendant cette période, avec des petites modifications à la doublure pour le rendre plus confortable, mais beaucoup de casques de la Seconde Guerre mondiale furent aussi utilisés, restant dans des surplus. Pendant les années 50 et 60, le M1 se répandit également aux armées de nombreux alliés des États-Unis. Certains achetèrent tout simplement des casques américains ou en fabriquèrent des copies exactes, de l'Autriche à l'Australie, au Chili, à l'Allemagne de l'Ouest, tandis que d'autres avaient leurs propres modèles qui en étaient fortement inspirés, comme le casque M66 japonais ou le casque français modèle 1951. La forme devint un standard de l'OTAN qui, au-delà des avantages pratiques, pouvait faciliter l'identification sur un champ de bataille hypothétique. Dans les années 60, le M1 se verrait associé à un autre célèbre conflit, la guerre du Vietnam. Il avait été légèrement modifié par rapport à la version de la Seconde Guerre mondiale, avec sa hauteur réduite d'environ 1 cm, dans ce qui était appelé le modèle low dome ou dôme bas. Il fut aussi distribué avec un couvre-casque pour aider à camoufler, qui avait des petites fentes dedans pour pouvoir y insérer des feuilles, comme le filet d'avant. Comme on peut le voir dans des photos ou des films, ces couvre-casques étaient souvent recouverts de graffitis, avec des slogans, des blagues, des traits d'esprit, des noms d'êtres chers ou toute autre chose qui passait par la tête du porteur. Bien qu'officiellement découragés, les autorités fermaient souvent les yeux sur cette pratique pour ne pas nuire au moral, particulièrement pour les soldats sur le front, qui avaient des soucis plus importants. Mais cela montrait aussi le désillusionnement que certains hommes ressentaient envers le conflit, et le M1 couvert de graffitis, vu dans de nombreux films, vint à représenter la confusion et le manque de compréhension que certains soldats vivaient au Vietnam. Les casques durant cette période avaient également un bandeau élastique autour, conçu pour maintenir le couvre-casque, mais qui était souvent utilisé pour maintenir facilement accessibles des petits objets ou des porte-bonheur. On pouvait fréquemment voir des soldats avec une carte à jouer, souvent un as de pique ou un joker, qui était utilisé pour porter chance ou pour intimider, car des as de pique étaient parfois laissés sur les soldats ennemis tués. Ou sinon des cigarettes, des bouteilles d'anti-moustiques, des pansements, des munitions supplémentaires, tout ce qui pouvait tenir sans tomber, bien que cela arrivait parfois. Après la guerre, le M1 continua son service, mais il commença à montrer des signes de vieillissement. Bien qu'efficace, reconnaissable et généralement apprécié des troupes, dans la mesure où un casque lourd pouvait l'être, il était pesant et tombait parfois sur les yeux dans certaines positions et n'offrait pas une protection balistique totale. Vers la fin des années 70, des nouveaux matériaux composites comme le Kevlar furent mis à l'étude pour ces casques. Le M1 continua à être le casque standard pour les forces américaines au début des années 80, mais il fut finalement supplanté par le casque Kevlar Pasket en 1983, qui ironiquement tirait ses traits de la forme du Stahlhelm allemand que l'armée voulait éviter en développant le M1. Cependant, sa mise en service prit du temps,
avec des troupes américaines en grenade pouvant être vues portant un mélange des deux, et certaines unités portèrent des M1 jusqu'en 1985. Il fut utilisé, lui ou ses variantes, parfois avec des anciens casques de surplus américains, dans certains pays au-delà des années 90 ou même 2000. Bien qu'il ait été remplacé dans la plupart des cas pour le combat par des casques plus légers, plus résistants, le M1 continue à être utilisé dans certaines formes à travers le monde. Comme je l'ai dit, il fut adopté dans de nombreux pays. Je vais dire que la liste de pays qui l'ont utilisé serait trop longue pour énumérer ici, et vous trouveriez probablement ça barbant, mais il est particulièrement encore employé dans certains pays pour des unités de cérémonie, avec certains utilisant seulement la doublure, qui est polie, car elle est plus légère, comme la Turquie. D'autres en utilisent des versions chromées. Et il a encore une forte présence dans la culture populaire, apparaissant dans de nombreux films sur la Seconde Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam, devenant un symbole de ce conflit pour certains, et quelque peu un casque stéréotypique dans les bandes dessinées ou les dessins animés, dû à sa longue période d'utilisation, bien qu'il a récemment parfois été remplacé par des casques plus modernes. Le casque M1 est l'un des casques les plus portés de l'histoire, produit à des millions d'exemplaires, utilisé pendant plus d'un demi-siècle, présent dans 2 guerres fortement documentées. Son apparence est gravée dans les esprits de nombreuses personnes, et il continue à être utilisé dans les cérémonies dans certains pays et dans les reconstitutions, les films, les monuments. C'est un casque qui a peu de chances de tomber dans l'oubli. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me retrouverez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.